nous sommes rencontrés, les 5 orateurs qui sont prévus pour ces 3 jours, et nous avons travaillé sur la base d'un tout petit texte. Je pense que ça vaut la peine que j'en donne ici les grandes idées, ou disons les passages les plus importants. C'est un texte que l'on avait travaillé avec soin. On a commencé par les enjeux géopolitiques. Bon, évidemment, c'est une banalité, mais la communauté internationale ne peut plus ignorer l'importance de l'Afrique. Pourquoi? Elle est l'objet d'une attention particulière, suscitée par son histoire, et j'insiste, et par la jeunesse de sa population. Les matières premières qui s'y trouvent en abondance, on cite les minerais, l'hydrocarbure, l'eau, ainsi que le potentiel agricole, intéressent de plus en plus des gouvernements, des entreprises internationales et même des mouvements politiques transfrontaliers. Alors cette région, c'est l'objet aussi d'importantes tensions. Les populations qui la peuplent ne se plient pas toujours à l'autorité de leur gouvernement, et quelquefois on peut les comprendre. C'est des gouvernements qui sont souvent trop éloignés, ou faibles, ou abusifs, et la société civile revendique de plus en plus un rôle légitime dans la transformation de l'Afrique. De plus, certaines de ces populations ne se retrouvent pas dans des frontières héritées d'époque coloniale, mais enfin ça c'est un thème qui maintenant commence à être un peu éculé. Fréquemment, les groupes armés trouvent refuge dans ces immensités convoitées. La rivalité entre certains pays a favorisé l'activité de ces groupes qui agissent surtout entre la Méditerranée et le golfe de Guinée. Quant à certains pays côtiers, l'écart entre l'intérieur aride et pauvre et la côte humide et prospère a engendré régulièrement des conflits qui peuvent parfois dégénérer en véritable guerre, comme on a pu le voir il y a quelques années. La communauté internationale n'est pas restée insensible à cette instabilité, à cette violence, en particulier les Nations Unies, qui sont intervenues à de très nombreuses reprises au niveau de la prévention et, heureusement, aussi de la résolution des conflits et de la reconstruction des sociétés concernées. Alors, nous avons la chance d'avoir 5 personnalités africaines qui ont fait une carrière que je qualifierais de courageuse au sein des Nations Unies. Ça ne veut pas dire qu'il faut être très courageux pour rester aux Nations Unies, mais on peut avoir une carrière tranquille aux Nations Unies ou une carrière courageuse. Ils ont eu une carrière courageuse. Elles ont toutes joué et jouent encore un rôle important, souvent d'ailleurs méconnu, en tant que faiseurs de paix. L'université a souhaité, comme le recteur l'a dit, donner la parole à ces personnalités qui ont toutes en commun également un lien étroit avec Genève. Certains y ont étudié, d'autres y ont travaillé, d'autres y sont encore installés. L'université et l'UNITAR, bien sûr, puisque c'est une organisation conjointe, leur offre l'occasion de partager et de transmettre leur expérience d'acteurs très particuliers. Ils ont côtoyé des chefs d'État et de gouvernement de pays concernés par les organisations interétatiques, mais également des gens à un niveau plutôt villageois parfois, et surtout depuis l'éclosion de nombreuses organisations de la société civile africaine. Ces rencontres veulent également être une promotion du multilatéralisme, de montrer que le travail important se fait souvent en dehors des grandes capitales, je ne donnerai pas la liste, pour le maintien ou la construction de la paix. Ça se fait souvent à Genève ou dans d'autres pays qui sont des petits pays. Ces grands diplomates, que j'appellerais des artistes de l'art du possible, vont nous surprendre et ils vont nous faire réfléchir. Ces 5 témoins majeurs ont aussi beaucoup à nous dire sur leur vision de l'évolution possible de leur pays et de leur continent durant les prochaines décennies. Nous leur avons demandé d'inclure dans leur contribution cette partie qui est quand même assez importante, même si elle est risquée, c'est de partie prospective. Qu'est-ce qui pourrait se passer dans les années qui viennent? Voilà, alors maintenant je vais me permettre de présenter nos 2 orateurs d'aujourd'hui et notre collègue journaliste.
Monsieur Ahmedou Ould Abdallah, qui est donc au bout de la table, il a commencé sa carrière à un endroit où beaucoup la terminent, c'est-à-dire comme ministre des Affaires étrangères, sa carrière de diplomate de son pays, c'est-à-dire la Mauritanie. Après avoir servi comme ambassadeur à la fois aux États-Unis et auprès de l'Union européenne. Donc une carrière très rapide, mais surtout assez classique. Ensuite, sa curiosité ou ses capacités, bien sûr, l'ont amené à devenir directeur général de la plus grande entreprise minière de Mauritanie. Dieu sait si c'est une entreprise énorme. Au bout de quelques années, je pense qu'il devait se sentir à l'étroit. Il m'excusera si je me permets de parler de lui comme ça, mais on se connaît suffisamment pour que je me sente libre de le faire. Au bout de quelques années, peut-être se sentant à l'étroit, il a rejoint les Nations Unies. Un poste très, très intéressant. Il était conseiller spécial du secrétaire général pour les questions d'énergie et tout spécialement d'énergie renouvelable, à une époque où on n'en parlait pas énormément. Mais le grand moment peut-être de sa carrière, le premier grand moment de sa carrière aux Nations Unies, c'est lorsque le secrétaire général de l'époque le désigna comme son représentant spécial au Burundi entre 1993 et 1995, pendant une période de grande violence. Il a réussi, avec seulement quelques collaborateurs, à éviter que les multiples assassinats et massacres ne se généralisent pas, comme ce fut le cas au Rwanda. Là, vous comprenez que je pèse mes mots. Je continue à peser mes mots, je dirais que si le Burundi n'a pas connu de génocide, mais malheureusement seulement d'importants massacres, c'est en grande partie grâce à lui. Il a écrit le récit de cette période dans un livre intitulé, d'un titre tout à fait provocateur, « La diplomatie pyromane ». En anglais, c'est beaucoup plus neutre, c'est « Burundi on the brink ». Et de retour aux États-Unis, il a de nouveau fait un virage, non pas à 180 degrés, mais un certain virage. Il est devenu secrétaire exécutif de la Coalition globale pour l'Afrique, qui était présidée par Robert McNamara. Vous voyez donc un itinéraire très varié. À nouveau, sans doute, la tentation de l'action et de la construction de la paix était toujours aussi forte, et le voilà qui rejoint à nouveau les Nations Unies et qui redevient représentant spécial du secrétaire général pour la Somalie, puis pour l'Afrique de l'Ouest. Il a, entre autres, je pense qu'il nous en parlera, et d'autres également, il a contribué à éviter une guerre, je dis bien une guerre, non pas des escarmouches, entre le Cameroun et le Nigeria. Alors son expérience, sa liberté d'opinion et d'action, ainsi que sa sagesse, ont été très appréciées. À Genève, d'ailleurs, beaucoup de gens le connaissent bien, et il était devenu membre d'un groupe discret de conseillers de haut niveau du CICR. Il a présidé une fondation pour la paix dans l'Afrique des Grands Lacs qui avait été induite par l'IUED. Il est également, et ça c'est très important, cofondateur d'une organisation que beaucoup d'entre vous connaissent sûrement, c'est Transparency International, qui est la plus efficace des ONG de lutte contre la corruption. Maintenant, si vous croyez qu'il profite d'une retraite bien méritée, vous vous trompez, parce qu'il a créé un centre qu'il préside, qui s'appelle le Centre stratégique pour la sécurité du Sahel-Sahara. Ahmedou Ould Abdallah a commencé sa carrière comme diplomate. Il est devenu un des faiseurs de paix les plus fins et les plus généreux d'Afrique, et sa carrière est loin d'être terminée. Voilà pour notre premier orateur. Il sera suivi par Issa Diallo, qui, pour être très correct, qui se dénomme plutôt Issa Ben Yassid Diallo, un hommage à ton père. C'est juste. Issa Diallo aurait pu avoir une grande carrière de diplomate dans son pays, la Guinée. Malheureusement, il a dû l'interrompre et s'exiler et se réfugier en Suisse. Il avait étudié auparavant à Paris.
En Suisse, il rencontra quelques maîtres dont il se souvient encore et il fit une thèse brillante sur les réfugiés en Afrique, à une époque où peu de gens même soupçonnaient l'existence de si nombreux réfugiés. Il a beaucoup fréquenté ce qu'était l'Institut africain, qui est devenu plus tard l'IUD. En 1978, il a rejoint les Nations Unies comme directeur du programme de formation diplomatique de l'UNITAR. On le retrouve très régulièrement dans des activités de formation. Rapidement, si je peux dire, il est monté au 38e étage. Ceux d'entre vous qui connaissent bien les Nations Unies savent ce que ça veut dire. Il est devenu directeur de cabinet et conseiller spécial du secrétaire général des Nations Unies, Pérez de Cuellar. Il a été nommé sous-secrétaire général des Nations Unies et il a pris la direction de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique à Addis Abeba. Après quelques années à Genève, de relative tranquillité, je crois, on le retrouve dans des zones de conflit très importantes, le Sahara occidental ou l'Angola, où il sert encore à nouveau comme représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies. La situation dans sa Guinée natale évolue, il rentre, il crée une fondation pour la lutte contre la désertification et il est rattrapé par la politique non partisane. Aujourd'hui, il est médiateur national de la Guinée. Peut-être il aura l'occasion de nous dire en quoi ça consiste. Et il a à nouveau du temps pour écrire un livre de plus qui vient s'ajouter à une longue liste. Le titre du livre qu'il est en train de terminer, qui est sous presse, c'est à lui seul le résumé de la carrière de Issa Diallo. Le titre, c'est « La négociation » ou « La force de l'argument contre l'argument de la force ». Issa vous entretiendra après l'exposé de M. Ould Abdallah, d'Hamidou Ould Abdallah, chacun a à peu près une demi-heure, et ensuite vous aurez une période également d'une demi-heure de questions-réponses qui seront animées par Angélique Mounier-Kuhn, qui est chef de la rubrique internationale du journal Le Temps. Madame Mounier-Kuhn s'est spécialisée dans ce que nous avons longtemps appelé les pays du Sud, faute de mieux, tout spécialement l'Afrique. Elle a beaucoup écrit également sur l'Afrique du Nord. Et dernièrement, un grand diplomate africain me disait « Pour nous, le journal Le Temps est devenu une référence. » C'est important parce qu'il n'y a pas beaucoup de journaux qui sont considérés comme références par les gens sérieux de la diplomatie africaine. Angélique y est sûrement pour beaucoup. Voilà, alors maintenant, je vais passer la parole à Hamidou Ould Abdallah, qui, encore une fois, je vous répète, est mauritanien, bien que, quand on travaille pour les Nations Unies, on nous dit souvent qu'on doit oublier sa nationalité. Mais je crois que, vu ses activités dernières et vu aussi l'intérêt qu'on a pour la région, c'est important de savoir que Hamidou est un Mauritanien de longue date, je dirais. Toujours. Merci. Je viens là-bas. Hein? Ah. Merci. Bon courage. Ah. Merci. Je ne sais pas si j'amène mon verre d'eau, mais je n'en aurais pas besoin. Ça fait pas sérieux d'amener un verre d'eau. Oh, merci bien. Merci. C'est vraiment une occasion pour moi d'abord de remercier les organisateurs, l'Université de Genève, c'est le président, Jean-Pierre, que j'ai connu pendant les périodes difficiles au Burundi, et par la suite. Et je suis content d'être en face d'un auditoire divers, dont j'ai quelques amis du système des Nations Unies, comme mon ami Carlos de l'UNITAR, mais aussi des anciens collègues du CICR à Dakar et des droits de l'homme comme Bakar et
son attaché de presse, une ancienne collègue à moi aussi, et tous les autres que je n'ai pas reconnus, j'ai mon compatriote ici. Donc je pense que cette réunion est intéressante. D'abord, en toute honnêteté, elle est intéressante pour moi parce que ça me fait une réflexion sur ce que j'ai pu faire ou senti à un moment donné au cours des problèmes, des crises que j'ai eu à traiter ou à gérer. Donc, c'est toujours intéressant de regarder un peu derrière sur ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on aurait pu faire de mieux ou de différent. Et c'est intéressant aussi, parce que quand on est dans une université et qu'on a des étudiants, c'est aussi un autre message qu'on donne, une autre façon de voir les problèmes. Donc, merci beaucoup. Alors, qu'est-ce que je peux dire? J'ai pensé vous parler de comment j'ai vu les conflits. Alors, ici, d'abord, il faut qu'on précise que quand je dis en tout cas conflit ou crise domestique ou conflit interne ou guerre civile, je veux dire à peu près la même chose. Pour parler plus facilement, donc, je les appelle crise, conflit, guerre civile, ainsi de suite. Deuxièmement, je voudrais dire que chaque fois que je parle de ce problème, je ne peux pas oublier leur dimension humaine, c'est-à-dire les violations des droits de l'homme, les blessures, la mort, la peur, en fait, qui est permanente. Les gens qui ne peuvent pas être chez eux parce qu'on cherche à les tuer. Ça, c'est la première observation. La deuxième observation, pour plus de facilité, je voudrais dire qu'il y a une césure, une différence entre les conflits tels que je les ai connus, la façon d'y travailler entre 2000, plus ou moins 2002, 2003 ou 98, 2000. Donc il y a une période où les conflits et la façon de s'en occuper a changé. Il y a les conflits de l'immédiat après-guerre froide, jusqu'à peu près 2000, donc de 90 à 2000, et les conflits après. Cette différence est très importante pour moi. Et je vous demande de prêter attention, surtout pour les étudiants, s'ils peuvent faire une thèse ou un mémoire là-dessus. Les premiers conflits de l'immédiat après-guerre froide sont des conflits que je lis à la liberté, au refus de l'oppression. Il y avait un tour de vie sur le peuple par les dictatures du parti unique, militaire, civil. Et il y avait un soutien pour ces dictatures parce qu'ils venaient comme socialistes africains ou scientifiques, et ainsi de suite. Ils étaient soutenus par l'ancienne Union soviétique et ses alliés et soutenus par les démocraties occidentales parce que personne ne voulait bouger. Il n'y avait pas beaucoup d'ONG, et celles qui existaient étaient calmes. Donc, les premières guerres civiles étaient des guerres civiles de libération. Les murs de Berlin ayant sauté, la fin de la division du monde, les gens ont commencé à respirer, à dire non à leurs oppresseurs. Toute proportion gardée, comme le printemps arabe actuellement, parce que les jeunes musulmans, qu'est-ce qu'ils disent, les jeunes arabes? Ils disent après tout, ça fait 50 ans, 60 ans que nous sommes indépendants. En 60, l'Égypte et la Corée du Sud avaient le même produit national brut par tête d'habitant. 500, 600 $ par tête d'habitant. 60 ans après, 50 ans après, la Corée du Sud a 19 000 $ par tête d'habitant. Et nous, Égyptiens, nous sommes à 2000 et on n'a pas de démocratie ni de liberté, on n'a pas de développement économique et on nous parle de libération de Palestine et n'est pas opprimé. Pourquoi nous allons rester comme ça? Donc,
Avant 2000, les guerres civiles, c'était les minorités ethniques ou religieuses, ou majorité ethnique ou religieuse. C'était les gens qui n'en pouvaient plus qui sont soulevés. Et la chance pour l'Afrique, toujours dans cette parenthèse, c'est que les premières rébellions ont commencé en Europe centrale. Il y a eu des massacres terribles en Yougoslavie. Et je taquine toujours mes amis occidentaux, je dis, mon Dieu, je suis malheureux pour les Yougoslaves, mais si les massacres en Afrique centrale avaient commencé avant, on n'allait jamais prendre conscience de la gravité des guerres civiles, on allait dire ça, c'est les Africains, ils sont turciens. Mais les guerres civiles ont commencé en Europe, l'Europe démocratique, au cœur de l'Europe, Amérique centrale et aussi en Afrique. Donc, c'était universel, c'était partout. Donc, les guerres civiles, d'après 2000, étaient différentes. Et comme toutes les guerres, elles sont bizarres. C'est des guerres où il est très difficile de savoir qui est derrière. Certaines sont les continuations des guerres d'après la guerre froide, mais d'autres, et c'est très difficile ce que je vais dire, d'autres sont de la responsabilité des nationaux naturellement. Mais je me demande si nous, étrangers, nous ne sommes pas pour quelque chose dans leur perpétuation. Pas pour des intérêts, contrairement à ce qu'on dit, je ne pense pas que ce soit des stratégies de continuer les massacres ailleurs. Mais c'est notre incurie. Il n'y avait plus de médiateur. Parce qu'avant 2000, il y avait le médiateur unique du Conseil de sécurité. Il avait un mandat et il travaillait avec des organisations. Après 2000, il y avait une inondation de médiateurs. Il y avait plein. Et certains n'avaient pas de mandat, sauf le leur. Et c'est ça que j'ai appelé les pyromanes. Je le sentais très tôt, dans les années 90, parce qu'après les génocides au Rwanda et les violences au Burundi et au Congo, je m'étais rendu compte que j'avais beaucoup de visiteurs pour éviter les génocides et qui étaient un peu déçus, qui ça ne reprenait pas, ou étonnés. Donc, voilà les deux observations que je voulais faire, c'est que chaque guerre, nous ne devons jamais oublier qu'il y a les souffrances, les morts, les séparations, et des choses qu'on oublie. Une grand-mère qui ne peut plus voir ses petits-enfants, parce que ce n'était pas seulement au Burundi, au Rwanda, c'était en Yougoslavie. Si une fille croate a épousé un bosniaque ou un autre, c'est fini, il n'y avait plus de petits-enfants, on ne pouvait pas les voir, et je les vis donc en Afrique et ailleurs. Et donc les guerres qui sont devenues économiques. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Si on peut dire les leçons, je disais au président de l'université tout à l'heure, s'il y a une réflexion, c'est sur les leçons. D'abord, la gestion du conflit, comment on les gérait à l'époque, comment on les gère maintenant, et qu'est-ce qu'on peut tirer comme leçon. Et j'ai eu la chance ou la malchance, mais je pense que c'est une chance quand même, d'avoir servi sous les deux périodes. La période donc de conflit, recherche de liberté ou d'espace, et les conflits d'après 2000. Et donc, c'est très intéressant de savoir comment l'approche se faisait. Toute proportion gardée, la première catégorie de conflits était relativement plus facile à comprendre et à suivre, parce que le médiateur était officiel, il avait un mandat clair, il avait le soutien des puissances régionales, ou en tout cas la neutralité, où ne pouvait pas l'affronter directement. Et il avait le Conseil de sécurité des organisations régionales. Mais tout ça, on peut toujours l'avoir, ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, il avait relativement plus de moyens techniques que les autres.
Je me souviens, au Burundi, j'étais le seul à avoir un téléphone portable. Il n'y avait pas de téléphone portable. Et c'était des trucs énormes, 700 grammes. Et c'était moi qui les distribuais aux belligérants pour être sûr de les suivre et de les appeler, neutraliser, ainsi de suite. Et ça m'amusait beaucoup comment j'éteignais les lignes extérieures, parce que je ne voulais pas qu'ils appellent à l'étranger. C'est moi qui payais les factures. Et ça me permettait aussi de contrôler l'information. Or, rapidement, aujourd'hui, ce n'est pas possible. Je me souviens, en septembre 2002, quand il y a eu la crise en Côte d'Ivoire, septembre 2002, les rebelles avaient Touraya. Ils avaient tous un téléphone mobile et appelaient les agences de presse. Donc, fini le monopole de l'information. Ensuite, ils ont eu Internet. Et quand ils sont plus jeunes, ils sont plus habiles que vous. Vous devez aller sur Myriam, votre secrétaire de presse ou votre assistance, pour vous aider. Eux, ils ont tout ça. Et naturellement, les journalistes préfèrent parler à un rebelle qu'à un diplomate, parce que c'est plus excitant, il a plus d'informations. Donc la tâche devient extrêmement difficile. Et on ne peut s'en tirer que si on travaille plus qu'eux. Donc, le médiateur, le négociateur doit travailler 24 heures sur 24 avec toute son équipe pour être... Je suis parmi les gens qui pensent que plus on travaille, je ne dirais pas comme Sarkozy, on gagne plus, mais en tout cas, plus on travaille, on s'en tire mieux. Il faut être... Il faut faire plus que les gens. Mais votre travail n'est plus seulement les partis, les connaître, ainsi de suite, mais vous devez ajouter une dimension qui n'était pas dans votre mandat, la communication. Donc, ça, c'est très important. Le deuxième aspect qui est lié, et je m'en étais rendu donc compte aussi au premier conflit, mais plus dans les seconds, il vous faut des conseillers juridiques, dont un constitutionnaliste. Et un constitutionnaliste compétent, de préférence de droit romain pour le service public. N'est-ce pas? Je le dis par exemple au Burundi, la Cour constitutionnelle par exemple ne voulait pas accepter la réforme de la Constitution. Et s'il ne l'acceptait pas, on allait avoir vraiment des ennuis. Et moi, je ne pouvais pas accepter que la Cour constitutionnelle refuse une élection que je considère légale. Parce que au Burundi, le président a été assassiné. Et les Nations Unies voulaient une élection. Et je pensais qu'une élection était impossible, parce que le président venait d'être élu en juin, il a été assassiné en octobre. Donc faire une élection, une campagne en temps normal, crée des problèmes, après forte raison, après un assassinat. Donc je voulais une réforme de la Constitution pour que l'Assemblée nationale élise le président. C'est plus facile à gérer, à contrôler. Et il y a des malins qui ont pensé que c'était illégal. Donc comment trouver un juriste qui vous dit que c'est légal et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics était plus important que le respect stricto sensu d'un texte qui peut enflammer un pays. Donc, ce que je considère important, c'est donc la présence de juristes. Et les Nations Unies vous donnent d'habitude un, vous ne vous donnent pas, et quand il y en a beaucoup, ça vous crée des problèmes, mais il faut au moins un. Dans les conflits d'après 2000, c'est l'inverse. Il faut toujours des juristes, à mon avis. Mais il faut aussi des officiers de renseignement. Comment trouver un officier de renseignement? Parce que ça n'existe pas aux Nations Unies. Mais pourquoi un officier de renseignement? Parce que les conflits d'après 2000 ont une dimension économique, financière. Les gens qui font la guerre sont des gens qui sont des trafiquants. Ce n'est plus pour la liberté, ce n'est plus pour défendre une religion, une ethnie ou autre. À mon avis, la plupart des conflits que nous avons aujourd'hui sont des conflits qui ont une forte connotation économique. Donc ce serait très intéressant d'avoir un spécialiste
des trafics en tout genre, de manipulations dans les ports. Je prends le cas de la Somalie. Le Kenya, qui est un pays frontalier, est un grand consommateur de sucre. Et comme tous les pays africains, de grands importateurs de produits de technologie. La Somalie, n'ayant pas un gouvernement sur place depuis longtemps, ils ont trouvé des gens très intéressants, et ils sont intelligents, qui importent massivement du sucre du Brésil, d'Argentine, mais surtout des produits de technologie d'Amérique latine. La paix, pour eux, c'est la fin de leur business. Pourquoi ils accepteraient la paix? Donc, vous devez avoir un conseiller qui connaît ces problèmes. C'est très intéressant. Une fois de plus, vous pouvez le noter, j'ai fait le parallèle entre avant et après 2000. Avant 2000, on voulait la paix et discrètement protéger les victimes. Donc j'avais le CICR qui me faisait, on travaillait ensemble, un travail remarquable et discret. Qu'est-ce que vous faites après quand vous venez avoir d'autres organisations qui préfèrent faire un communiqué et vous créez plus de problèmes et vous ne pouvez rien? J'avais par exemple au Burundi des experts, des Occidentaux, en l'occurrence, il y avait 2 Français par exemple qui étaient gendarmes et qui formaient la gendarmerie burundaise. Et un jour, une organisation a découvert que si elle les dénonçait, elle avait la une des journaux. Et pour moi, 2 gendarmes français étaient un atout parce que j'étais sûr qu'aucun gendarme local n'allait torturer, tabasser ou tuer en présence d'un étranger, qu'il soit gendarme français, burkinabé ou nigérien, parce qu'on avait quelques unités africaines. Mais si vous avez une organisation internationale qui dénonce la présence d'experts français qui encouragent les génocides, le gouvernement français les a retirés. On n'avait plus de contact et il n'y a eu plus de massacres de victimes pendant les interrogatoires. Donc, la gestion et le traitement des conflits devient plus difficile. Et comme c'est des sujets honorables, vous ne pouvez pas vous plaindre. Sinon, ça veut dire que vous n'avez pas de cœur ou de sentiment ou de feeling. Donc, le problème est toujours le même face à une crise. Comment la gérer au mieux? La gérer sur le plan politique, accompagner la gestion par des appuis économiques et bien sûr c'est devenu à la mode, mais ça a un sens, le bâton et la carotte. Je pense que j'étais parmi les premiers à suggérer le gel des comptes en banque, des visas pour ceux qui ne se comportaient pas bien. Et là aussi, on se rend compte que c'est très intéressant, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. C'est plus facile à dire parce que dans certains pays, c'est très intéressant, les belligérants, surtout les plus criminels, aiment toujours voyager. Ça leur donne un peu de prestige. Et ils aiment voyager dans les démocraties. Donc, si vous leur interdisez ça, vous avez une pression sur eux. Et si vous interdisez, à l'époque, c'était très difficile. Moi, j'ai demandé qu'on interdise à leurs épouses et à leurs enfants. Et les gens me disent que c'est une punition collective. Et je pensais que si les chefs de famille restent pour gagner de l'argent, mais les enfants sont en Europe ou en Amérique, bon. Sans le dire, mais en tout cas, il faut soulever la menace. Je ne dis pas de l'exécuter, mais si vous ne soulevez pas la menace, c'est très difficile. Mais comment vous pouvez interdire ou prendre des sanctions quand les gens peuvent faire les passeports comme ils veulent? Parce que s'ils contrôlent le système, la même photo, mais un nom différent, où ils peuvent traverser la frontière et prendre un pays différent. C'est beaucoup plus facile aujourd'hui pour eux. En plus, après 2000, ils sont devenus plus malins. Ils ont des avocats dans les démocraties avancées. Donc, ils n'ont plus de compte en banque. Non, ce que je vous dis, c'est ma réflexion personnelle.
Et c'est très intéressant pour moi, on se plaignait des gens qui ont des comptes en banque en Europe, en particulier en Suisse. Et on s'est rendu compte, après 2000, que c'est une catastrophe s'ils ferment leur compte en banque dans les démocraties, parce qu'ils peuvent l'ouvrir ailleurs, dans des pays non démocratiques. Et vous êtes coincés, parce qu'il n'y a personne qui vous écoute. Je ne peux pas citer les pays, je vais citer quand même en OD, parce que certains sont africains. Donc, si les gens qui vous embêtent, qui embêtent leur pays, ont un compte dans un pays européen, vous pouvez les poursuivre. Et ils ont peur. Et il y aura une suite. Mais s'ils vont dans des pays lointains, certains pensent à Macao par exemple, en Angola, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes coincés. Donc, je ne sais pas si c'est la maturité ou l'expérience, qu'est-ce qu'on fait? Donc, je me demande depuis, Jean-Pierre parlait de transparence internationale, maintenant je suis en train de demander qu'on parle moins des comptes à l'étranger, parce que mon espoir est qu'ils restent en Europe, parce qu'on n'a plus de pression sur eux. Parce que s'ils vont dans des pays lointains, qu'est-ce que vous faites? Je livre ça à votre réflexion et à les possibilités qu'on fait, mais c'est de vrais problèmes. Et je suis dans la région du Sahel-Sahara. Il y a Hakmi, qui est lié probablement à Al-Qaïda, qui fait beaucoup de ravages, en particulier de trafic d'otages occidentaux. Mais derrière eux, il y a beaucoup de trafiquants qui sont jaloux de Mermoz et de Saint-Exupéry, c'est-à-dire ces pilotes français qui ont ouvert la ligne aérienne, l'aéropostale sur l'Amérique latine. Donc c'est des gens qui prennent de petits avions au début des années 2000, les remplissaient de drogue, mettaient 6 ou 7 bidons de 5 litres pour faire. Donc ça leur amenait 600 kilos de drogue et le reste en essence. Donc des petits avions, ils faisaient Venezuela, Recife et ils atterrissaient en Afrique de l'Ouest. Maintenant, ils amènent des Boeing. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, on s'est rendu compte que les gens disent, mais après tout, ce n'est pas grave. Notre région n'est que de transit. Ces gens ne vendent pas la drogue chez nous. C'est destiné au Moyen-Orient, à l'Europe occidentale et à l'Europe centrale. Laissez-les passer. En fait, c'était des complicités très graves qui déstabilisent aujourd'hui les États de la région. Les trafiquants ont plus d'argent que le budget combiné des polices de toute la région. Et un ancien ministre de l'Intérieur d'un pays côtier m'a dit qu'il était étonné de voir son pays importer du marbre du Venezuela. Il était convaincu qu'il y a de la drogue, mais il ne savait pas comment faire. Il n'avait pas les moyens, ainsi de suite. Donc, c'est des conflits qui vont se préparer. Alors, nous tous, pendant les années 90 et au début des années 2000, on parle de la prévention des conflits. C'est vrai, il faut prévenir un conflit. Selon l'adage, il vaut mieux prévenir que guérir. Mais ça, c'est plus facile à dire qu'à faire. Comment vous allez prévenir si vous n'avez pas de moyens financiers, logistiques, si vous n'avez pas une volonté politique de le faire, et si vous n'avez pas une capacité de le faire? La prévention devient très difficile. Et nous avons des cas aujourd'hui, comme en Afrique de l'Ouest, où la combinaison entre certains éléments des forces de sécurité, les trafiquants en tout genre et les islamistes sont en train de pourrir toute la situation. Et on nous dit de prévenir. Comment prévenir? Si vous prévenez, les forces de sécurité vont perdre deux choses. Elles vont perdre la gestion autonome de leur budget de sécurité. Parce qu'il y a les périls nationaux, il faut quand même donner aux vaillantes forces de sécurité le moyen de défendre le pays. Donc, plus de oversight. Deuxièmement, s'il y a la paix et qu'il n'y a plus de gens, il faut des élections démocratiques. Donc ça veut dire que les militaires vont perdre plus. Alors, tout ça
Et c'est toute la région. On a montré du doigt la Guinée-Bissau parce que c'était un pays plus petit. Et je me suis rendu compte, chaque fois que je venais voir un chef d'État de la région, pendant que j'étais représentant spécial pour toute l'Afrique de l'Ouest, et je lui dis, il y a cette histoire de drogue, on parle d'Amérique latine. Une semaine après, ce pays découvrait par hasard une tonne de drogue et l'a brûlée publiquement. Ce n'était pas en Guinée-Bissau, c'était dans tous les pays voisins. Donc, la prévention est une bonne chose, mais elle est très difficile à faire quand les grands pays ont d'autres préoccupations et quand les pays concernés n'ont pas de moyens parce que les trafiquants ou les belligérants ont plus de ressources. Un policier en Afrique de l'Ouest qui a 100 ou 200 $, les trafiquants lui donnent 500, 1000 $, il n'a rien vu. Et beaucoup de chefs d'État me disent que dans certaines régions de leur pays, il faut faire des rotations militaires au moins une fois par an pour que chacun profite de la manne de pétrole. Donc la prévention, je ne veux pas décourager de dire qu'il ne faut pas de prévention, mais il faut une prévention. Mais je pense qu'il faut surtout plus de liberté, plus de démocratisation. Et je suis convaincu que si on ne fait pas quelque chose dans la région du Sahel et du Sahara, les pays vont connaître des crises institutionnelles durables. Ce qui s'est passé en Amérique latine et en autres ne sera rien à côté parce que nos institutions sont déjà fragiles. Si en plus elles sont gangrénées par les mafias internationales d'Amérique latine et d'Europe, plus nos locaux à nous, ce ne sera pas des parties de pique-nique. Et je le vois périodiquement, pour ne pas dire quotidiennement. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord que les pays concernés collaborent entre eux, c'est-à-dire l'Algérie, la Mauritanie, le Mali et le Niger. Et il faut qu'ils acceptent que d'autres pays soient avec eux. Monsieur Ould Abdallah, si vous permettez, vous êtes en passe d'arriver au terme de la demi-heure qui vous était impartie. Très bien. Aussi, je vous invite à conclure. Donc, merci. Donc, si je résume, avant 1990, les conflits étaient contre l'oppression, pour la liberté. C'était des conflits limité, l'objectif était limité. Les acteurs extérieurs avaient un mandat clair et une coopération claire. Les médiateurs avaient plus ou moins le monopole des contacts, des ressources et de l'information. Après 2000, les conflits ont pris une dimension plus économique et financière, pour ne pas dire mafieuse. Il y a une inflation d'acteurs extérieurs, avec chacun leur sensibilité. Je suppose qu'ils sont tous honnêtes, je le pense, je dois l'assumer, mais sensibilité, intérêts divers et priorités diverses. La tâche devient plus difficile, mais pour nous tous, il y a une menace. Les conflits nous interpellent parce que c'est des violations quotidiennes des droits de l'homme, c'est la mort, c'est l'exil. Et il faut une mobilisation continue. Et la seule solution, et on peut tout reprocher à la démocratie, on peut tout reprocher au gouvernement démocratique, mais je ne vois pas d'alternative à la liberté. C'est la conclusion que je peux faire. Là où il y a la liberté, les conflits peuvent être gérés, et la paix retrouvée, et la prospérité acquise. Je vous remercie. Merci. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je tiens à remercier le rectorat de l'Université de Genève de m'avoir invité à participer à cette session. Et j'en suis très honoré. Ce sentiment de quitter une institution et de lui tourner le dos n'est jamais confortable, quelle que soit la réussite. Nous devons toujours
comme on le dit en Afrique, aux parents et aux maîtres. Donc, revenir à Genève pour partager avec vous quelques instants, c'est un réconfort et ça me flatte. Merci. Cela ne m'empêche pas de vous dire la vérité. La vérité est que depuis que j'ai lu ce thème, je n'ai pas cessé de tempêter contre lui. C'est un thème qui, comme deux gouttes d'eau, ressemble à une épreuve du baccalauréat. Très mauvais souvenir. J'ai aussitôt appelé mon ami Jean-Pierre et il a tenu à me rassurer en me disant « Écoute, Issa, on ne t'a pas invité à Genève pour repasser le bac. Sois rassuré. Nous savons la carrière nationale et internationale que tu as eue. Nous voulons simplement que tu partages un peu de ces moments avec nous. Tu nous diras ce que tu voudras. Nous ne t'obligerons même pas à transgresser cette règle qui veut que les fonctionnaires nationaux et internationaux soient obligés d'observer une obligation de réserve. Tu viens et tu nous dis ce que tu veux. Alors c'est sur cette base-là que j'ai pris mon courage à deux mains pour venir et je tempêterai quand même contre ce sujet. Mais avant de faire cela, je voudrais m'acquitter d'un devoir envers ceux que je considère comme les pionniers de la Genève-Afrique. Et il y en a. Je voudrais très rapidement, parce que je ne peux pas ne pas le faire, nous leur devons trop à cela. Je pense à Pierre Bengener, le premier directeur de l'Institut africain, qui se situait 2-4 routes de Dries. Et c'est un Bantou qui a vécu au milieu des Bantous 2-4 routes de Dries, à Carouge, et qui a laissé son âme en pays Bantou. Il y a François Pilet, François et Esther Pilet, le premier secrétaire général de l'Institut africain. Il y a Madame Rega, la secrétaire, et Anne-Marie Gay. Anne-Marie Gay, l'ami, le cœur et l'ambassadeur de l'Afrique en Suisse. Il y a naturellement le professeur Gilbert Etienne, que nous considérons comme notre Marco Polo suisse. Il a fait le tour de l'Asie, même à bicyclette, pour venir ici, se précipiter, nous parler des expériences de la Chine, de l'Inde, du Bhoutan, et j'en passe. Et c'est ainsi que nous avons énormément appris en ce qui concerne l'expérience de développement en Asie. C'était extrêmement utile. Il y a Gilbert Blardon qui venait régulièrement de Lyon. Il y a naturellement Jean Ziegler, l'enfant terrible pour certains, et l'ambassadeur du tiers-monde en Suisse pour nous autres. Si vous mettiez bout à bout le nombre de fois où Jean Ziegler a prononcé le mot Occident ou le mot tiers-monde, vous feriez plusieurs fois le tour de la Terre. Il y a Roy et Yvonne Preswerck. Il y a naturellement Jean-Pierre Gontard, qui a toujours été l'homme ressource. Si nous avions besoin d'un clou rouillé et nous avions l'année où nous avons perdu le clou,
Jean-Pierre Gontard nous retrouvait le clou et nous l'amenait pour nous laisser faire ce que nous avons à faire. Il y a Jean-Luc Morer, qui était tout jauneau. Il y a Eckstein, Fabrizio Sabelli, l'américain du groupe Wadlow, les professeurs émérites, Denise de Rougemont, l'Européen. On pense pas à faire ce saut de l'Afrique à l'Europe, mais ici, le saut était fait. Le saut était fait déjà au niveau de Denise de Rougemont. Beaucoup des thèses que nous avons, que moi personnellement, j'ai poussées au niveau de l'Union africaine et au niveau de la CEA concernant la fédération, sont tirées des idées de Denise de Rougemont. Toute sa réflexion sur l'Europe, nous nous en servions pour savoir comment cela pouvait s'appliquer au continent. Donc, la liaison était déjà là. Mais personne ne vous parlera de Denise de Rougemont concernant l'évolution de l'Afrique. Et pourtant, nous lui devons beaucoup. Parmi les professeurs émérites, il y a Georges Abissab. Comment parler de Georges Abissab sans parler de Anne-Marie Abissab, les deux inséparables. Les officiels, André Chavannes, le chef du protocole, M. Vieux, l'ambassadeur Linz à Berne, coopération technique, Max Petitpierre, le père de Gilles, l'avocat, et Monfrini, le père de Monfrini, l'avocat, connaît très bien l'Afrique. Il y a Martin, le directeur chargé de corvée des logements. Vous ne savez pas à quel point il était sollicité. Et pourtant, il l'était et il trouvait toutes les solutions à tout le monde. Nous avons le directeur ou les différents directeurs du contrôle de l'habitat qui étaient très sollicités aussi pour régler des situations. Nous avons les semi-officiels. Gabriel Darboussier, l'ambassadeur, le doyen des Africains, celui que le vieux Houphouët venait solliciter régulièrement plusieurs fois à Genève. Plusieurs fois. Il est décédé ici, à l'hôpital cantonal, et il est enterré ici, à l'hôpital Saint-Georges, au cimetière Saint-Georges. Je n'allais pas oublier de dire Gabriel Darboussier a été le premier directeur général de l'UNITAR, l'Institut des Nations Unies pour la recherche et la formation. Nous avions évidemment les médias, la presse écrite, la télévision romande, la radio, RFI. Ces contacts étaient essentiels pour l'accueil et pour la compréhension des Africains à Genève. Et nous avons trouvé un très bon accueil au niveau de la presse. Si vous voyagez beaucoup en Occident, vous vous rendez compte que la presse suisse en général et la presse genevoise en particulier traite consciencieusement les problèmes africains. Il y a un effort réel de comprendre ce qui se passe et il y a un effort réel d'expliciter ce qui se passe. Ne vous plaignez pas trop. Si vous voyagez beaucoup, vous verrez la différence. Donc, eux-là aussi, ils nous ont été extrêmement utiles. Je voudrais terminer cette liste non exhaustive
en m'excusant auprès des amis, dont j'ai oublié de mentionner le nom ici, et ils sont nombreux, ce sont des amis. Bon, comme tels, ils me pardonneront. Je voudrais terminer cette liste par le parrain, l'homme de vision, qui était le professeur Jacques Frémont. Il avait une très grande vision de ce que la Suisse devait être. Et il était tenace pour situer la Suisse au milieu. Un fundraiser de première qualité. Et il a œuvré pour que l'Université de Genève soit rattachée aux meilleures universités des États-Unis. Ça a été fait, les jumelages ont été faits, des échanges de professeurs et d'étudiants ont été faits. Et il a insisté pour que l'enseignement de la langue étrangère soit présent à Genève et que même au niveau de l'Institut, l'enseignement de l'anglais soit l'enseignement des étudiants et des professeurs. Ça a été systématiquement fait. Concernant les ressources humaines, il avait d'énormes contacts avec les cadres du tiers-monde, les étudiants du tiers-monde et surtout l'élite du tiers-monde. À chaque fois que je bougeais, il me disait où est-ce que vous allez? Je dis je vais là. Il dit comment va Kofi? Je dis je vais là, je vais à Durban. Il me dit vous direz bonjour au Stif Boutolesi de ma part. Je l'ai eu comme étudiant ici, et il connaissait les meilleurs. Je ne pouvais pas, chers amis, dire quelque chose ici sans avoir à remercier ces gens à qui nous devons beaucoup. Et ceci fait, je reviens à ce que je vous ai dit. Je vais commencer à tempêter un peu contre ce sujet, qui non seulement ressemble à un sujet du bac, mais c'est un sujet qui a quelque chose qui ressemble à des statistiques. C'est-à-dire, comme le disait un de mes professeurs, ça montre tout, mais ça cache l'essentiel. On nous dit d'intervenir et de calmer le jeu parce qu'il y a quelque chose qui nous menace, qui peut être une tempête, qui peut être un tsunami, on ne sait pas. Mais on nous dit qu'il faut bouger. L'essentiel, ce n'est pas de savoir qu'il faut bouger, qu'il faut vite bouger, qu'il y a un danger devant. L'essentiel, c'est de savoir que faire. Vous sentez le vent. Que faire? Et là, je me mets dans mes petits souliers de négociateur et de médiateur que je suis devenu pour dire que ce sujet, en fin de compte, se rapporte à la guerre et à la paix. La guerre et la paix. Et plus précisément, à une crise. Une crise, une situation de crise, c'est une situation de conflit exacerbée par des tensions. Et c'est cela qui amène la crise. Il y a le conflit, la tension, la crise. C'est comme le summum de la fièvre. Ceci veut dire quoi? Ceci veut dire qu'il est extrêmement important, quand on vous dit qu'il faut agir, de savoir que faire. Toujours au niveau de la négociation et de la médiation. Que faire? Les maîtres mots de ce sujet, c'est la crise, la médiation et le conflit. Le conflit,
J'entends souvent dire qu'on va gérer, on va prévenir le conflit. Je ne pense pas que l'on puisse prévenir le conflit. Le conflit est inhérent à la nature humaine. Il nous suit comme une ombre. Il est en famille, il est entre amis, il est entre voisins, il est entre États. Il est là. Nous n'y pouvons rien. Ce que nous devons faire, c'est faire le choix entre deux possibilités. Il n'y en a pas trois, il n'y en a pas quatre, il y en a deux. Il faut choisir entre la gestion du conflit à travers des moyens dont on parlait tout à l'heure, des moyens qui ont été probants, plus ou moins. C'est le dialogue, c'est la négociation, c'est l'arbitrage, c'est la médiation. Voilà les moyens dont nous disposons pour gérer le conflit. Si nous avons fait le choix. Le choix est entre cela et la guerre. La guerre, encore une fois, générée par la tension qui peut amener à la violence et à la guerre. Donc, au niveau du vocabulaire, c'est important de le savoir, qu'il y a des choix à faire. Vous ne pouvez pas négocier. Vous ne pouvez pas faire semblant de négocier. Vous ne pouvez pas faire de la médiation. Vous ne pouvez pas faire semblant de dialoguer si vous n'avez pas fait ce choix-là. Le choix de gérer le conflit, c'est-à-dire d'éviter que le conflit ne dégénère en guerre par la violence. On en est arrivé là, il n'y a pas très longtemps dans l'histoire de l'humanité, parce que les conflits étaient réglés par la guerre. Et la guerre était, pour le vainqueur, celui qui finalement imposait sa loi. La loi du vainqueur devenait la loi. Jusqu'au moment où on s'est rendu compte que la guerre, après tout, ne solvait pas les problèmes. La guerre peut exacerber les problèmes, mais elle ne résout pas les problèmes. Et par-dessus le marché, la guerre a des conséquences et pour le vaincu et pour le vainqueur. C'est à ce niveau où, lorsque, en 1942, les deux grandes puissances, que sont la Grande-Bretagne et les États-Unis, se sont rencontrés à travers le Premier ministre Churchill et le président Roosevelt sur l'Atlantique, ils ont commencé à penser qu'est-ce qu'ils vont faire après la guerre? Qu'est-ce qu'ils vont faire pour éviter de se retrouver dans cette même situation? Comment le monde doit être géré? C'est ainsi qu'on a parlé de la Charte de l'Atlantique et des idées ont été poussées là-bas, notamment la libéralisation du commerce, la décolonisation, la coopération internationale et le système international. De là, Yalta, ils ont eu évidemment la coopération de Staline. L'Union soviétique était la puissance qui combattait et donc qui comptait. Il fallait donc qu'elle donne son avis. Voilà les grandes puissances du monde qui se mettent d'accord sur une idée, comment le monde doit être organisé et comment il faut faire pour éviter la guerre. Pensez que ce sont les vainqueurs qui pensent ainsi, qui disent il faut se méfier de la guerre. La guerre, ce n'est pas la solution. Et c'est ainsi que les Nations Unies ont vu le jour, avec le mandat d'éviter la guerre, de préserver la paix, de maintenir la paix, et en cas de rupture de la paix, de travailler à la restauration de la paix. C'est
un schéma classique, mais sans doute le meilleur que nous ayons d'exemple de calmer le jeu avant que la tempête n'arrive. Pourquoi? Parce que grâce à cette démarche, les institutions, la communauté internationale a trouvé un cadre de règlement du problème de la colonisation. C'est ainsi que la décolonisation a été confiée aux Nations Unies. C'est ainsi que les Nations Unies se sont enrichies du Conseil de tutelle. C'est ainsi qu'on a décidé que les pays, les grandes puissances coloniales, n'avaient plus la propriété de leurs colonies, mais devaient gérer les colonies au nom de la communauté internationale. Un rapport annuel sur la situation sociale, économique et sociale de ces pays devait aller au Conseil économique et social chaque année. Vous avez là, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, un exemple précis de ce qu'il est possible de faire quand on arrive à désamorcer une situation de crise. Si cela n'avait pas réussi, il n'y a pas de doute que nous aurions eu plusieurs Vietnam. Il y aurait eu plusieurs guerres de libération. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est grâce à cette démarche-là, c'est grâce à cette initiative que finalement, le monde s'est trouvé un peu apaisé et que les guerres de libération se sont limitées à un strict minimum. Voilà un exemple où calmer le jeu est une réussite. Il y en a d'autres, moins probantes, mais tout aussi intéressantes. Oui, je pense, Mohamed Sahnoun, à cette décision que nous avons prise à l'OUA par traité, par convention, de rendre intangibles les frontières héritées de la colonisation. Cela n'a l'air de rien. Cela paraît tout à fait normal. Mais nous avons accédé à l'indépendance. Nous nous retrouvons avec une quarantaine d'États. Les frontières ont été tracées pas par nous, par d'autres, selon les intérêts étrangers. Et à tout moment, les ethnies qui sont à cheval sur les frontières, à tout moment, elles pouvaient éclater. À tout moment, des revendications pouvaient intervenir et nous n'avions aucune expérience, aucune possibilité de faire face à de telles situations. Une décision comme celle-là a été fantastique pour la paix en Afrique. Vous voyez, elle n'a l'air de rien, elle n'est pas spectaculaire, mais elle est d'une importance capitale pour l'avenir de l'Afrique et une grande leçon pour le règlement des conflits en Afrique, dans la capacité d'anticiper les conflits. Nous avons d'autres exemples en Afrique. C'est, par exemple, au niveau du Rwanda, exemple malheureux, s'il en fut, malheureux s'il en fut, où nous avons été incapables d'anticiper, où nous avons été incapables de calmer le jeu. On n'était pas loin de le faire. L'action était engagée. Il y avait un peu de force sur le terrain, avec le général Dallaire, le Canadien. Les rapports sont parvenus au secrétariat général des Nations Unies. Malgré tout, le Conseil a décidé de ne pas renforcer la présence et de ne pas
il n'a pas refusé, il n'a pas vu l'importance de donner des instructions au commandant en chef sur le terrain pour qu'il fasse quelque chose, et il l'aurait fait. Mais le Conseil n'a pas jugé utile de donner ces instructions-là. C'est un exemple. Monsieur Diallo, il vous reste une toute petite minute, ou une toute petite poignée de minutes. Oh, mais c'est même trop. Merci. Le dernier exemple que je voulais vous donner, c'est celui du partage des eaux du Nil. Les pays riverains du Nil se développent. L'Égypte a eu son barrage d'Assouan. Les pays comme l'Éthiopie, ça fait combien de décennies que nous assistons à des périodes de famine en Éthiopie, manque d'eau. Et le gouvernement a décidé, ils sont 60 millions en Éthiopie, un pays 2 fois grand comme la France. Ils ont décidé d'avoir un barrage pour subvenir à leurs besoins. Est-ce que cela ne posera pas de problème pour les autres pays, surtout pour l'Égypte? Certainement que si. C'est le moment de calmer le jeu, mais de le faire vigoureusement, d'intervenir avant que 2 grandes puissances régionales, 2 des plus vieilles nations africaines du monde, qui ont une puissance de feu qui risque de déstabiliser la sous-région, c'est le moment d'intervenir vigoureusement par tous les moyens possibles, que ce soit par les Nations Unies, que ce soit par l'Union africaine, par les institutions sous-régionales ou encore par le privé ou les gouvernements. Il faut faire quelque chose. Merci de votre attention. Je ne cesserai pas cependant de tempêter contre ce sujet. Merci. Alors merci à nos 2 intervenants de nous avoir nourris de la richesse de leur réflexion. Avant de passer la parole au public, j'avais une question pour chacun d'entre vous. Monsieur Ould Abdallah, vous avez beaucoup insisté sur la difficulté accrue depuis le tournant du XXe siècle, XXIe siècle à intervenir comme médiateur dans des conflits parce qu'ils se sont complexifiés, parce que le nombre d'intervenants s'est multiplié. Vous avez parlé d'inflation des acteurs, parce que ces conflits se sont financiarisés. Je me demandais si l'impatience n'était pas un facteur de complexité supplémentaire, et j'ai notamment en tête deux exemples récents où les tentatives de médiation africaine se sont entrechoquées à une forme d'impatience extérieure au continent et qui a fait que les crises en question se sont dénouées tout à fait autrement que par la médiation. Et je pense au cas de la Côte d'Ivoire et au cas de la Libye. J'aimerais que vous nous disiez comment quel regard vous jetez sur la manière dont ces crises ont été gérées. Et la question que je voulais vous poser à vous, Monsieur Diallo, qui avait beaucoup insisté sur l'idée de calmer le jeu, souligner qu'il était impossible de prévenir un conflit, mais qu'il fallait déjà se satisfaire de l'idée qu'on pouvait peut-être le gérer. Je me posais la question de savoir où il faut mettre le curseur pour évaluer la réussite d'une médiation. Est-ce que d'empêcher une situation de s'aggraver drastiquement, c'est déjà
un succès, ou est-ce que le but ultime d'une médiation ne doit pas être l'avènement de la paix? Voilà. Et je pense à des conflits dans lesquels l'un et l'autre vous êtes intervenus et dont on peut considérer et qui sont quasiment enlisés. Je pense notamment au Sahara occidental. Est-ce qu'on peut considérer que toutes les différentes tentatives de médiation ont abouti à un succès parce que la situation n'a pas explosé, ou est-ce que la paix n'étant toujours pas trouvée dans ce dossier-là, la médiation n'est pas encore tout à fait couronnée de succès? Et alors, je vous remercie, puis de répondre à ces questions, on passera la parole au public ensuite. Donc, on peut parler d'ici ou il faut... Il me semble qu'on vous entend bien si vous parlez d'ici. Okay. Donc, sans le micro même, je crois. Très bien. Ou... C'est bon. Bon. Vous avez un micro-cravate, on vous entend. Okay. Merci. Juste un rappel sur la financiarisation. Je me souviens un pays qui exportait l'or et il n'a aucune mine d'or, par exemple, ou exporte l'ivoire, il n'a aucun éléphant. Et les gens s'amusaient en disant qu'on recyclait les défenses de cet éléphant. C'est le côté financier, économique de ce conflit. Il faut vivre avec, mais comment empêcher? Le problème, vous pouvez attirer l'attention, vous pouvez essayer de court-circuiter les réseaux traditionnels, c'est-à-dire votre propre secrétariat et les grandes puissances. Et c'est là où j'ai oublié de le dire, mais c'est très intéressant pour moi, le rôle des médias. Donc, comment faire des alliés par les médias en faisant des feats, en organisant, ça fait partie de la médiation. L'autre que j'ai oublié de dire, c'est qu'à un moment donné, confronté à une crise, et surtout le mandat des médiateurs des Nations Unies, en particulier, vous êtes nommé par le secrétaire général et vous êtes endorsé, adopté, je veux dire, couvert par le Conseil de sécurité. Vous ne pouvez pas attendre un ordre quand il y a le feu. Et je l'ai dit sur le cas du Burundi et du Rwanda. Très sincèrement, quand on vous dit un avion vient d'être abattu, le président est mort, ma première réaction, compte tenu de mon expérience personnelle dans mon propre pays et ailleurs, ma première réaction, quand j'ai attendu que le président dont je venais d'assister à l'élection, en l'encourageant, je ne vais pas quand même attendre que le Conseil de sécurité ou le secrétaire général me donne des ordres. Si vous voulez, ce problème, on a souvent dit qu'il fallait un ordre. Pourquoi je vais attendre un ordre? Il y a le feu à la maison. Donc, moi, je me souviens, ma première réaction était de l'aéroport où nous étions pour attendre le président. Vous savez, en Afrique, quand un président vient, tout le monde est à l'aéroport. Donc, immédiatement, je suis allé en ville demander aux gens qui comptent le plus, parce qu'en Europe, dans les démocraties, la succession d'États est connue. Si le président meurt, c'est le vice-président, le président du Sénat ou X ou Y qu'on connaît. Ce n'est pas le cas dans les pays non démocratiques. Donc, la première chose à faire, c'est de dire au successeur théorique, le président de l'Assemblée, au Premier ministre, au chef d'état-major, au ministre de la Défense, monsieur, vous venez. Il faut immédiatement qu'on contrôle la situation. Contrôler la situation, ça veut dire quoi? Premièrement, annoncer nous-mêmes, selon nos termes, à la radio, la nouvelle. C'est ce qu'on a fait. Deuxièmement, ça ne suffit pas, parce qu'il peut y avoir des rebelles, appeler toutes les garnisons du pays, dire, monsieur, moi je vous parle de l'état-major, voilà le chef d'état-major. Et le chef d'état-major donne des instructions. Je suis avec les représentants des Nations Unies, avec le président de l'Assemblée, le Premier ministre et le ministre de la Défense. Restez tranquille. Mais dire, moi j'ai écrit une lettre et je ne veux pas jeter. Mais attention, vous avez le feu à la maison. Vous n'allez pas attendre qu'on vous dise l'extincteur est rouge ou blanc. Vous allez sur le front.
Donc, je crois que c'était important à dire dans certaines circonstances. Maintenant, le cas pour être plus précis, la complexité de la gestion, c'est vrai, mais en même temps, il y a les cas de force majeure, vous devez assumer vos responsabilités. Et le mandat est assez large, surtout à l'époque. Et le contact en flux n'était pas facile. Donc c'est à vous. Moi, je me souviens, la crainte au Burundi, quand le président est mort dans le même avion que le Rwandais, nous avions peur que les radios internationales donnent la nouvelle avant nous. C'est pourquoi on a appelé la radio, à l'époque les télévisions africaines fermaient très tôt, pour dire ne fermez pas la télé, on vient, on a un message important. C'est nous qui avons donné la nouvelle. On n'a pas attendu BBC, Radio France Internationale, le Voix de l'Amérique. Donc, la complexité de gestion, médiateur, financement, c'est vrai, mais prenons les deux cas que vous citez, de la Libye et de la Côte d'Ivoire. Moi, je crois que nous, Africains, nous avons voulu, et ça nous arrive de temps en temps, même souvent, le beurre et l'argent du beurre. Nous avons 3 membres, 3 représentants au Conseil de sécurité. En l'occurrence, c'était l'Afrique du Sud, le Nigeria et le Gabon. Ils ont voté sans état d'âme la résolution 1973 du Conseil de sécurité qui comportait quand même pour les gens non aguerris, en tout cas tous les étudiants ici le savent, comportait une phrase classique. Utilisez tous les moyens nécessaires. Et tous les moyens nécessaires, c'est pour dire la force. Tout le monde sait que c'est la force. Les gens l'ont voté et après ils ont commencé. On ne peut pas gagner sur tous les tableaux. Donc, je pense que le Conseil de sécurité a agi et l'Union africaine, c'est normal pour une organisation de ce genre, et je crois qu'ils ont fait un travail remarquable, mais sur ce plan, ils ne pouvaient pas. C'était très difficile. Certains voulaient quelque chose, d'autres le contraire. Donc, l'organisation, à mon avis, a fait un travail remarquable, mais qu'à un moment donné, ces hésitations exprimaient les sensibilités de l'organisation entre ceux qui voulaient l'intervention, ceux qui ne la voulaient pas et ceux qui ne savaient pas quel serait le futur et qui donc hésitaient. Et c'était la même chose en Côte d'Ivoire. On a une élection. Gbagbo, que je connais, je l'ai invité au Burundi. J'ai eu la chance, je connais les 3 leaders ivoiriens, ou la malchance en tout cas, je les connais. Mais Gbagbo a eu un second mandat gratuit. Il a été élu en 2000 et il n'y a jamais eu d'autre élection. Personne ne veut une ingérence extérieure. Personne ne veut que des étrangers viennent faire la loi chez vous, ni même un voisin. Mais vous ne pouvez pas appliquer la loi et vous dites nous ne voulons pas que d'autres l'appliquent. Pendant ce temps, la plus puissante économie de la région était paralysée. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Et toujours nous revenons à la même chose. Et ça nous pose un problème. Comment nous allons être au Conseil de sécurité s'il y a une réforme? Il faut quand même qu'on fasse la même chose. Et ceci s'applique aux Russes et aux Chinois. Les Russes et les Chinois, ils sont tous sauf naïfs. Ils ont bien vu cette phrase sur la Libye, utiliser tous les moyens nécessaires. Ils auraient pu voter contre. Ils sont abstenus. Quand une affaire marche, bon. Maintenant, moi, à mon avis, en tout cas, en tant que de la région Sahel-Sahara, ce qui m'intéresse, c'est comment gérer l'après. Comment nous assurer que d'abord les Libyens s'entendent entre eux. Comment nous assurer que le Niger, le Tchad, le Niger, le Mali, la Mauritanie, le sud algérien ne soient pas déstabilisés. Et plus important, ou aussi important, la Tunisie qui a une expérience remarquable. J'étais chef des observateurs en Tunisie. Qu'il n'y ait pas une coalition d'intérêts pour faire échouer l'expérience tunisienne. Ça arrange tout le monde. Comme ça, il n'y a pas d'élection. Donc,
Le plus important pour nous, c'est comment éviter l'effondrement des forces de sécurité du Tchad, du Niger, du Mali, toute la bande sahélo-saharienne. Et ça, c'est plus difficile à faire. C'est aux nationaux de faire un effort et on peut les aider. Merci. Monsieur Diallo, sur le succès d'une médiation et la manière de l'évaluer, peut-être? La question que vous avez posée était plus précise. Elle concernait le fait de calmer le jeu. Est-ce que cela suffisait? C'est bien cela, hein? Est-ce que c'est déjà une manière de considérer qu'une médiation est couronnée de succès que d'être parvenu à calmer le jeu? Non. Non, certainement non. La médiation est un processus. Calmer le jeu est une étape importante parce qu'il y a danger, il y a risque de dérapage par la violence vers la guerre. Donc, la première chose à faire, c'est comme les aïkidoka. Tu n'attaques pas quand on t'attaque. Quand on t'attaque, tu te défends d'abord. Et par conséquent, la première chose à faire, c'est d'arrêter le feu. Mais cela ne peut pas constituer une fin en soi, loin de là. C'est un moyen de parvenir à dégager des éléments positifs pour le règlement définitif. Un moyen pour dégager des éléments positifs pour un règlement définitif. C'est au contraire même risqué de laisser une médiation en rade. C'est dangereux, c'est très dangereux. Mais quand vous parlez de succès, tant que la confiance existe, elle est essentielle. La confiance entre les acteurs, la confiance entre les parties au conflit, mais aussi confiance des parties au conflit dans les médiateurs. Tant que cette confiance est là, il y a d'espoir que l'on peut travailler. Rien n'est fermé. Vous avez mentionné le Sahara occidental. C'est très simple. Tout cela repose sur la confiance des parties aux médiateurs. Au moment où ce dossier a bougé sérieusement, c'est lorsque partie de l'OUA où l'organisation était cassée en deux, partisans et contre. Arrivé aux Nations Unies, l'ONU a donné la main à l'OUA, le président d'exercice de l'OUA, pour travailler ensemble. Non pas, nous, ONU, nous allons réussir là où vous avez échoué. Non, donner la main au président d'exercice de l'OUA pour travailler ensemble. Tout a été testé entre eux avant que ça ne soit mis sur la table. Extrêmement important. Ensuite, la confiance des parties. Les parties au conflit et les parties intéressées au conflit, c'est-à-dire les pays de la région et de la sous-région. Tant que cette confiance est là, eh bien les parties travailleront à la recherche de solutions pour pouvoir arriver à une solution définitive. C'est cette confiance-là. On a testé des démarches. J'ai bien vu qu'on a pensé à des médiateurs venant de grandes puissances.
ça a des avantages et ça a des inconvénients. L'avantage est que, originaire d'une grande puissance, cette puissance peut, dans certaines circonstances, mettre son poids derrière son médiateur. Et dans la corbeille, la puissance fait comprendre que si vous suiviez les recommandations de cette personne en qui elle a confiance, eh bien, la puissance serait disposée à. C'est vrai, c'est un avantage. L'inconvénient, c'est que les grandes puissances ont trop d'intérêts, et d'intérêts un peu partout, ce qui fait que tout problème est examiné à la lueur des intérêts. Comment arriver à ce que le chat cesse de se lécher les babines à chaque fois qu'il voit une souris passer, c'est quelque chose qui est là. Bon, ce n'est pas à 100% vrai. Vous pouvez très bien trouver dans les pays, dans les grandes puissances, vous pouvez très bien trouver, et il en existe énormément, d'excellents médiateurs. Ça demande une indépendance d'esprit, une compétence, c'est-à-dire technique, et une expérience aussi, pour pouvoir avancer quand il faut avancer, s'arrêter quand il faut s'arrêter, ne pas reculer quand il faut avancer. C'est l'expérience qui vous le dit. Le courage de marcher sur une ligne aussi, parce que dans une situation, même si les parties ont accepté la médiation, il y a un jeu auquel les parties s'adonnent, et il ne faut pas espérer que les parties vont cesser ce jeu, à moins que vous ne persistiez sur votre ligne, d'avoir toujours leur confiance. Vous parlez du Sahara, mais nous n'avons pas manqué d'inviter les Sahraouis, vous savez où? À Founé, à l'hôtel de Founé. Ils sont venus là, 3-4 jours, en catimini, des deux côtés. Ils sont venus, ils ont discuté, ils ont bu le thé là tranquillement pendant. Et la nuit, les discussions allaient bon train. On leur a dit, vous êtes ici aux Nations Unies, vous êtes chez vous. Et ça s'est très bien passé. Je vois que l'heure tourne et on ne va pas frustrer notre assistance de la possibilité de poser des questions. Donc j'invite qui a une question à se signaler aux jeunes filles qui portent des micros. Je vois une dame ici avec un pull rouge. Merci. J'avais une question rapide pour Monsieur Ould Abdallah. J'ai moi-même travaillé au Burundi et on disait à l'époque que vous aviez fait le commentaire suivant, que le Burundi n'avait pas besoin de 30 000 travailleurs dans le développement, mais de 30 000 psychologues. Alors je voulais savoir si vous aviez effectivement fait cette remarque à l'époque et si vous vouliez élaborer. Peut-être qu'on va prendre une deuxième question, et puis une troisième et une quatrième, et après on demandera à nos intervenants de répondre. Monsieur... Merci beaucoup. J'ai une question sur les litiges frontaliers. Parce que durant la guerre froide, les litiges frontaliers qui pouvaient provoquer des guerres et des conflits, et peut-être même ils ont provoqué dans le continent africain, ils ont été entretenus par l'Est et l'Ouest. Et vers la fin de la guerre froide, il y avait des possibilités à se diriger aux instances internationales. L'exemple, par exemple, l'Érythrée. L'indépendance de l'Érythrée, au lendemain de l'indépendance, l'Érythrée qui était annexée à l'Éthiopie avait revendiqué les îles qui étaient entièrement yéménites. Mais il n'était pas question d'entretenir un conflit. Un litige frontalier
Donc les deux belligérants sont dirigés à la cour de la Haye et la sentence était exécutoire. Il y avait un partage. Donc, comme j'ai entendu M. Issa Diallo disait rendre intangibles les frontières, je ne comprends pas l'intangibilité et la tangibilité des frontières des pays africains. Merci. Donc, ma question est pour M. Ould Abdallah. Vous avez parlé tout à l'heure des... bonjour, bonsoir plutôt. De ces avions qui partent d'Amérique du Sud chargés de drogue pour la déposer en Afrique de l'Ouest, qui avant étaient des petits avions que maintenant sont des Boeing. Ça me fait beaucoup penser au problème du Mexique, le problème du Mexique. On dit souvent que le problème du Mexique, c'est d'être juste à côté du plus grand consommateur de drogue de la planète. Et vous avez dit donc justement que cette drogue donne un moyen financier à des agents corrompus, à des éléments, si je comprends bien, criminels, des moyens financiers supérieurs aux forces de l'ordre. La solution, est-ce que c'est pas tout simplement de légaliser le commerce de la drogue? Si la réponse n'est pas quoi, libéraliser quoi. Qu'est-ce qu'il a dit? Libéraliser le commerce. Oui. Légaliser. Oui, oui, d'accord. La dernière question de monsieur, et je crois que ce sera tout. J'aimerais remercier les deux conférenciers qui nous ont parlé aujourd'hui, mais je suis resté un peu sur ma faim. Pourquoi? Cette Afrique dont on parle, l'Afrique à venir, vous ne nous avez pas dit les chances qu'il a pour se reprendre, pour voir son avenir. Kizerbo, avant de mourir, disait « À quand l'Afrique? À quand l'Afrique ?» Et une autre chose que je voudrais peut-être demander dans mon... Je suis rwandais et vous comprenez pourquoi je vais poser peut-être la question ou bien éclaircir, remercier le médiateur du Burundi qui a eu l'occasion d'aller à la télévision tout de suite, réunir les gens pour parler. Je vous assure qu'au Rwanda, ça s'est passé autrement. Les accords d'Arusha ont été vidés de leur contenu par des tueries du premier jour. Et on a caché jusqu'à présent quelle est la personne qui a descendu l'avion de Habyarimana. Ces derniers temps, on est en train d'en parler. Je voudrais tout simplement dire que nous, les Rwandais, on n'a pas eu un mot à dire, mais on a vécu tout ça ici. J'ai eu de la chance d'avoir des amis à la télévision, de Jean-Philippe Rapp qui aimait beaucoup l'Afrique, qui a permis qu'on puisse parler un peu de ce qui allait se passer. La désinformation dans les conflits en Afrique, c'est ça le plus grand danger. Et je terminerai tout simplement en disant, quand un problème est mal posé, les conflits c'est humain, c'est inhérent, mais quand vous posez mal au problème, ne jouez pas à faire des sorciers pour trouver des solutions. Merci. Monsieur Ould Abdallah, on vous a posé une question sur le Burundi et puis Monsieur Diallo sur les litiges frontaliers. L'heure ayant avancé terriblement, oui. Si vous pouviez être bref dans vos réponses. Et les autres questions sur la drogue ou autre, ou bien une... On vous a aussi posé une question sur la drogue, mais il y a cette dame. Okay. Ah oui, oui. Oui. C'est vrai, j'avais dit cette phrase que le Burundi a... Parce qu'à l'époque, on parlait d'envoyer des troupes des Nations Unies pour le maintien de la paix. Et
le secrétaire général, à l'époque, envisageait déjà sa réélection et il voulait envoyer des troupes. Il se trouve qu'à l'époque, je crois même maintenant, je ne suis pas un chaud partisan des forces de maintien de la paix. Sauf si le mandat est chapitre 7, elles sont actives. Parce que si vous avez des troupes, par exemple, moi au Burundi, je n'avais pas de troupes. Au Rwanda, il y avait des troupes. Donc c'est très compliqué. Alors, je voulais botter un tout, je dis, bon, on a besoin de plus de psychologues que de troupes. Bon, il y avait aussi un effet de presse, quoi. C'est pour dire, écoutez, il faut rapprocher les gens, les mettre ensemble, plutôt que d'envoyer des troupes. Mais en tout cas, le but était de dire il faut la réconciliation. Parce que le Burundi et la Rwanda sont quand même des pays intéressants. D'abord, c'est de vieux pays dans leurs frontières. C'est de vieilles monarchies. Moi, j'ai remarqué qu'un Hutu, président d'un parti, non seulement les Tutsis s'alignaient, embrassaient sa main dès qu'il était le chef. Donc, c'est de vieilles monarchies, de vieux pays dans les mêmes frontières. Et il fallait encourager, mais ne pas prendre parti et envoyer des troupes. Alors qu'un groupe ne les aimait pas et d'autres les aimaient, c'était déjà une provocation. Donc c'est dans cet esprit que j'avais dit ça. Mais aussi je l'ai destiné aux médias parce que ça fait un effet qui me donnait un point. Donc je continue sur le reste ou j'arrête ici? Oui, allez-y. Continuer sur la drogue et puis Monsieur Diallo veut intervenir sur la dernière question. D'accord. Pour la drogue, la question est très intéressante, mais dépasse tout le monde. Les derniers chiffres que j'ai vus, peut-être ils ont changé, le commerce de la drogue est proche de 500 milliards de dollars. Le commerce international. C'est plus que combien? Je crois que c'est 10 fois l'aide publique au développement. C'est plusieurs fois le commerce du café et du cacao. Et une fois, je suis tombé sur un type qui a l'apparence non intéressant, un homeless aux États-Unis. Il me dit, moi j'ai été drogué, je suis coincé, j'ai fini, mais personne ne veut légaliser la drogue parce que tout le monde vit dans tous les pays du monde. Il ne parle pas des États-Unis. Et il dit que la drogue est un grand business pour la police, pour les docteurs, pour les cliniques de réhabilitation, pour tout le monde. Il me dit, on ne l'interdira jamais, on ne va pas les légaliser. Et on a parlé tout à l'heure de McNamara, j'ai voyagé avec lui et on a pris une voiture de l'aéroport d'Amsterdam jusqu'à notre hôtel. Et le chauffeur a vécu au Canada. Et il dit, ces pays où on ne peut pas habiter, la drogue est interdite. Et c'est pourquoi ils vont s'entretuer comme aux États-Unis, tandis que dans les Pays-Bas, c'est légalisé, c'est beaucoup mieux. Et McNamara était choqué, lui a dit comment? Il a dit oui, mais si on légalise, mais c'est un sujet tellement difficile parce qu'on va vous dire que vous êtes pour la drogue, que vous êtes. Mais à mon avis, c'est une question, comme les conflits un peu, c'est une question d'argent. Donc voilà ce que je peux dire. Et pour l'Afrique, pour votre question, moi, je suis très optimiste sur l'Afrique. Par exemple, si vous allez au Rwanda actuellement, ça n'a rien à voir avec les petites villes provinciales d'avant. Tout n'est pas parfait. Mais j'ai déjeuné aujourd'hui avec des amis et je leur dis que c'est extraordinaire. Ça fait très longtemps que je n'ai pas habité 3 mois de suite dans la région. Mais je trouve qu'il y a énormément de progrès matériels, pas pour tout le monde. Et ça, c'est à cause des libertés, une fois de plus. L'accès à Internet, les satellites, les Twitter. Les grandes menaces que je trouve dans le continent, c'est la corruption endémique. Elle engendre de telles inégalités que les libertés vont être étouffées. Et parmi ces menaces qui favorisent la corruption, il y a la drogue, justement. Les trafics en tout genre de drogue. Et puis surtout, les justifications qu'on donne, après tout, c'est pour nous, nous sommes qu'un intermédiaire, laissez-les passer. Et ça gangrène les services de sécurité. Et c'est une des plus grandes menaces sur
nos libertés, mais je suis très optimiste sur le continent à cause de la mondialisation que tout le monde vilipende, y compris mon ami Stéphane Hessel et les autres qui sont dans ATTAC. Moi, je trouve que c'est extraordinaire. Ce qui nous a permis le contact facile, des téléphones presque gratuits, et vous pouvez vous plaindre quand votre président fait une bêtise. Ça fait le tour de toute la diaspora africaine, en Afrique, en Europe et en Amérique. Les gens sont presque sur la défensive en Afrique. Et M. Diallo, à quand l'Afrique? Oui, je partage l'optimisme de mon ami Amédou. Je reviens d'Afrique et la situation est toujours très très difficile. Mais c'est une question de sensibilité. C'est des choses qui ne m'échappent pas. Je suis dans un certain confort matériel et moral. Moral, c'est mon attachement à la population. Je suis sensible à ce que je vois. Matériel, je n'ai pas de problème. Ce qui est un avantage qui ne t'empêche pas quand même de voir la difficulté pour le petit peuple. C'est difficile. Il y a des situations devant lesquelles je me rébellais des fois. Les policiers qui rançonnent, qui mendient, qui vous arrêtent pour... Au début, je m'offusquais de cela. Petit à petit, je me suis vu en train de mettre ma main à ma poche pour me donner moi-même. Et puis, petit à petit, maintenant, les policiers, dans tous les coins, là, passant, voyant, on plaisante, on bavarde. C'est pas parce que ils veulent mendier, c'est parce qu'ils ne sont pas payés, ils ne sont pas bien payés. Et on parle de corruption, oui, c'est vrai, mais il y a toujours une raison à la corruption. Et je crois chez nous, en tout cas en Guinée, où nous sommes pleins de ressources, plein de ressources, je pense que c'est dû au fait que les gens ne sont pas payés et ils se payent. Parce qu'ils ne sont pas payés, ils se payent. Et finalement, l'esprit d'ensemble accepte cela. Tu n'es pas payé, tu te payes. Là où tu es, c'est là où tu dois te débrouiller pour pouvoir te faire payer toi-même. Et je disais au président, aux 2 ou 3 présidents que j'ai vus là-bas, je leur disais, mais vous ne pouvez pas confier votre sécurité à des gens qui ont faim. Je dis, à chaque fois que je sors d'ici, il y a quelqu'un qui me court après pour me dire, ah, la terre est dure sous le manioc, il faut. Je lui dis, je lui donne un peu de sous, il est content. Je lui donne un peu plus, il va chercher mon adresse, avoir mon adresse. Dorénavant, je le verrai chez moi, il m'attendra chez moi pour eux. Et je lui donne beaucoup plus, je lui dis, il faut aller tuer ce monsieur, je deviens son patron et il va tuer le président. Alors je dis, pourquoi ne pas payer les gens, leur donner ce qu'on leur doit? Il y a de l'argent, pourquoi ne pas le faire? Alors il y a des raisons pour cela, mais l'Afrique bouge. Elle bouge très vite, très vite. Ne voyez pas seulement au niveau de la gouvernance. Le grand problème, c'est la gouvernance. L'Afrique bouge et les ressources sont là. Les ressources sont là. Au niveau de la gouvernance, il y a des problèmes fondamentaux. L'Afrique a une histoire. Ces gens, ils n'ont pas confiance en eux. Ils n'ont pas confiance en leur peuple. Ils sont toujours en train de donner des leçons au peuple. C'est eux qui doivent guider le peuple, c'est eux qui se doivent... Mais c'est le peuple qui subit. S'il y a une souffrance, c'est le peuple qui sait à quel degré. Alors, ils n'ont pas confiance en leur histoire et ils n'ont pas confiance en leur culture. L'Américain dirait « They are programmed to fail ». Ils vont échouer. Ils vont échouer. Mais comment
quand on va arriver à ce stade-là, moi je pense qu'il y a des générations qui arrivent déjà, qui vont commencer à demander, papa, qu'est-ce que c'est que la colonisation? On en a parlé à l'école, il y a des gens qui ont parlé de ça. Papa, qu'est-ce que c'est que la colonisation? Il y a des générations qui arrivent qui déjà, en faisant des va-et-vient entre le monde et l'Afrique, ils voient les potentialités qu'il y a là-bas. Ils commencent à penser en termes de pourquoi moi je n'irai pas exploiter ces potentialités comme tout le monde. Ceux-là seront moins tolérants vis-à-vis des dirigeants actuels que nous. Nous trouvons toujours des excuses. Des colonisations, esclavage, voilà. Eux, ils ne vont pas accepter que 13 km de l'autre côté du détroit de Gibraltar, la vie est comme ça, et de l'autre côté, c'est comme ça. C'est eux qui vont changer. À partir de ce moment, il y aura des explications, et les dirigeants que nous avons connus vont disparaître. C'est ce que je crois, et je suis optimiste sur ce plan-là, parce qu'ils n'ont aucune base. Ils n'ont aucune base pour s'accrocher. Ils ont des alliances à gauche, à droite, via les ressources, qui restent la grande convoitise, parce qu'on découvre de plus en plus que l'Afrique est riche. Et ça aussi, ça attire des convoitises. Lorsque la convoitise interne et la convoitise externe se donnent la main, c'est là où il y a des périodes de souffrance. Quittons-nous sur ce mot de la fin en remerciant chaleureusement nos intervenants. Et voilà, l'heure est venue de tirer le rideau sur cette belle soirée qui se prolongera demain et jeudi. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup.